Vous vous êtes trompé sur le nom de votre mouvement. Vous auriez dû l'appeler En Force. Et si vous avez récemment ajouté le mot « unir » dans votre communication, est-ce que ce n'est pas parce que vous prenez soudain conscience que vous avez divisé le pays au lieu de le rassembler? Est-ce une question ou un plaidoyer? Non, c'est une question. Elle a les tournures d'un plaidoyer. Donc si c'est une question... C'est une question. Il n'y a jamais de mauvaise question, Emmanuel Macron. Mais il n'y a jamais de mauvaise question, mais il peut y avoir des questions orientées. Il n'y a jamais de mauvaise question. Mais vous m'avez pas entendu dire c'est une... Vous m'avez entendu Vous avez essayé. Il peut y avoir aussi des questions nous sommes orientées. Là pour poser les questions qui sont dans les sûr, colères du pays. Et elles peuvent vous déplaire, mais nous sommes là pour le faire. Il y a un allié encombrant dans ce paysage. Donald Trump, il se moque bien du sort du peuple syrien. Sa cible, c'est l'Iran. C'est l'accord sur le nucléaire iranien qu'il veut faire tomber. Alors, comment vous faites pour ne pas vous trouver dans une situation où vous allez être pris dans la surenchère guerrière de cette obsession anti-iranienne qui est celle des États-Unis, de Trump, des dirigeants actuels de l'État d'Israël et de l'Arabie Saoudite dont vous avez reçu le prince la semaine dernière? Comment faire pour ne pas... Bien sûr, vous dites la France, mais pour ne pas être pris au piège. Eh bien, la France mène, dans ce cadre-là, sa ligne, ce qui est, je crois, sa force historique, c'est-à-dire à la fois son indépendance, cette voix un peu particulière qui est la nôtre, et elle discute et elle convainc. Vous parlez de l'Arabie Saoudite. J'ai eu avec le prince héritier un dialogue de vérité, ce qui nous a permis d'obtenir l'organisation d'une conférence humanitaire sur le Yémen, qui était très loin d'être acquise dans les prochaines semaines. Il y a un problème, j'emploie pas le mot guerre, il y a un problème démocratique en France dès que les armes parlent. Vous êtes seul à décider. Le Parlement va débattre sans vote, il est juste informé, il n'a aucun véritable contrôle sur ce que vous faites en notre nom. Est-ce que vous trouvez cela normal, cet archaïsme d'un pouvoir solitaire et absolu quand il s'agit de ces questions-là? Vous savez, d'abord, je ne parlerai pas d'un pouvoir solitaire. Je parlerai d'une responsabilité, celle du chef des armées, qui est définie par notre Constitution. Pas moi qui l'ai décidé, c'est notre Constitution. Et cette Constitution, elle a été votée par le peuple français. Ça peut vous déplaire, mais c'est le cas. Et donc, cette Constitution, elle prévoit qu'il y a un chef des armées, il ne décide pas seul. Il a un chef d'état-major particulier, ma question porte ministre sur le contrôle des armées. Vous avez compris. Oui, mais de par l'élection présidentielle, dans le mandat qui est donné démocratiquement par le peuple au président de la République, il y a ce mandat de chef des armées. Oui, nous savons ça. Mais nous connaissons la Constitution. Mais la question, c'est la question du contrôle. Il y a eu des aventures. Mais la question que vous posez, c'est celle de notre Constitution. Non, c'est celle du pouvoir du Parlement. Mais le pouvoir du Parlement, cher Edoui Plenel, il est défini par notre Constitution. Et donc notre Constitution prévoit à l'article 35 alinéa 2 cette information. Nous avons souhaité aller au-delà et un débat sera organisé lundi à 17h. L'actuel PDG de la SNCF, qui est un énarque, un haut fonctionnaire, M. Guillaume Pépi, il est à la direction de la SNCF depuis 1998. La politique du tout TGV, c'était lui. Votre ministre des Transports, Elisabeth Borne, elle a fait plusieurs années, à partir de 2002, comme directrice de la stratégie de la SNCF. Je pourrais même ajouter votre ministre des Armées, qui a été déléguée, directrice générale déléguée, avec un salaire, ça a été montré, de plus de 50 000 €. C'est beaucoup par rapport à l'entrée d'un cheminot. Mais 3 000 €, la moyenne des salaires. Le salaire moyen d'un cheminot est 3 000 €. Voilà, 50 000 € tout à l'heure. Vous pouvez décider. Moi, c'est une réalité. Oui, mais je ne crois pas à la politique de la place de grève. Bon. Et je ne suis pas non plus, pas plus. Je voudrais que nous passions, et là je laisserai la parole à Edoui Plenel, je voudrais que nous passions aux universités et à Notre-Dame-des-Landes, vous comprenez, et vous comprendrez que je laisse la parole à Edoui Plenel sur ces sujets. Pourquoi ? Comme ça. Il en a le monopole. Mais oui. Non, je viendrai peut-être m'immiscer dans la conversation. Sur le sujet des cheminots, répondez moi, à la question. Là où je suis en désaccord avec vous, c'est que la situation dans laquelle nous sommes, elle est la responsabilité de personnes prises individuellement. Vous avez l'air de signifier quelle serait la responsabilité de tel ou tel cadre. Ce serait bien facile. J'aurais pu dire, Monsieur Pépi est le responsable de tous les maux, on le sort. De hauts fonctionnaires de la même manière, la responsabilité, la liberté, ça marche ensemble. Jamais je n'ai dit que la situation dans laquelle nous étions était de la responsabilité des cheminots. Et jamais je ne le laisserai dire, parce que c'est faux. Vous traitez les étudiants d'agitateurs professionnels, friands, c'était votre expression, friands de diplômes en chocolat, tandis que les CRS entrent dans les universités. Vous envoyez par ailleurs 2500 gendarmes mobiles
à Notre-Dame-des-Landes, expulser 200 résidents de la ZAD et détruire une vingtaine de baraques où s'inventaient des choses, des lieux de vie. C'est votre façon à vous de fêter les 50 ans de mai 68 par la répression? Bon, comme vous y allez. Alors, question cash, réponse cash? toujours entre nous. Mais je vais essayer aussi, en répondant, de déconstruire votre question qui a quelques facilités avec la réalité. D'abord, je n'ai pas dit que les étudiants étaient des agitateurs. Ils ont entendu ça. Mais peut-être, et vous le colportez. Donc, j'ai dit, les étudiants, moi j'entends les débats qu'ils ont, et la vie étudiante est ainsi faite, il se trouve que comme vous, je l'ai été, et ils ont tout à fait le droit d'avoir leur propre vie. Bon. Ce que je constate, c'est que dans toutes les universités aujourd'hui, où il y a des amphis paralysés, des violences parfois au demeurant inadmissibles, les étudiants sont bien souvent minoritaires. Ce sont des groupes qui ne sont pas des groupes étudiants qui viennent, et ce sont ceux dont j'ai dit, et il faut toujours citer ces sources, reprenant Audiard, ce sont des professionnels du désordre. On le sait très bien. Ce sont des groupes. C'est très vieux monde comme expression. Enfin, pardon de vous le dire. Ça. Peut-être. Il y a toujours eu. Mais peut-être. En l'espèce, c'est vous le moderne. Il y a des universitaires. Il y a des universitaires. Non, il y a des groupes. Il y a des professeurs. Il y a des maîtres de conférences. Mais non, on le sait très bien. Qui critiquent cette réforme. Je suis prêt à répondre sur la réforme. Je vous dis, vous m'interrogez. Je vous dis, il y a des occupations aujourd'hui, majoritairement dans la plupart des cas. C'est pas ce que nous voyons sur le terrain. Ils ne sont pas des étudiants, mais les étudiants eux-mêmes le dénoncent. Regardez ce que disent beaucoup d'ailleurs d'associations étudiantes. Les étudiants ne sont pas majoritaires et on a des groupes, la plupart du temps violents, mais des groupes qui mènent un projet politique dont la finalité ou une partie de la finalité est le désordre, qui n'a rien à voir avec la réforme. Justement, là, pendant ces 10 ans de lutte, comme au Larzac, vous connaissez José Bové, comme au Larzac, des choses se sont inventées. Je vous rappelle, le Larzac, on n'a pas évacué ces dynamiques collectives après. C'est elles qui ont été précurseurs de ce qu'on appelle l'agriculture bio aujourd'hui. Là, c'est pareil. Il y a des groupes de jeunes qui inventent des alternatives. Il n'y a pas que votre raisonnement économique. Ils inventent d'autres solutions, y compris sur le terrain écologique. Alors, quel est le conflit actuellement ? C'est qu'eux disent, la ferme des Sans-Noms qui a été saccagée, ils disent « laissez-nous faire des projets collectifs ». Et ça existe, ces formes d'associations, les SCIC, les SCOP. Pourquoi passer à ce côté de ce désir de faire des choses en commun, d'habiter ensemble, de sortir du chacun pour soi? Vous dites qu'il n'y a que votre modèle alors qu'ils veulent faire autre chose. Non, mais parce que c'est ça le conflit. Mais ça court jusqu'au 23 avril. Hein. 23 avril. Il faudrait une médiation pour qu'ils puissent faire. Mais Monsieur Plenel, tout ce que vous avez décrit, les scopes, les projets, ça existe. Non, mais ça existe. Oui, ça existe. Mais donc là, ne me dites pas qu'il y a un seul modèle, c'est pas vrai. Ces projets collectifs sont refusés. Et d'ailleurs, là, Nicolas Hulot a été constamment au devant en négociation. Il le porte, il y est attaché. Il était très embarrassé par l'évacuation. Mais arrêtez de dire des bêtises. Nous le savons. Arrêtez de dire des bêtises. Nous l'avons eu à ce moment-là. Mais Monsieur Plenel, ne le faites pas parler. Les gens, vous n'êtes le ventriloque d'aucun ministre. Mais nous portons ces projets. Ils existent. Ne dites pas qu'il n'y a qu'un modèle. Tout ce que vous avez cité, c'est dans la loi. Posez-vous la question, pourquoi les gens qui étaient à la ferme des Sans-Noms, depuis 10 ans, ils n'ont jamais voulu créer une de ces formes-là? Est-ce que vous êtes d'accord avec votre ministre de l'Éducation quand il a dit que des mamans qui font les sorties d'école, qui sont dans l'espace public pour aller chercher leurs petits, selon lui, ne devraient pas faire les sorties, accompagner leurs propres enfants si elles ont le foulard de leur religion? Ce cas des mamans accompagnatrices hors de l'école qui peuvent avoir un foulard. Il y a eu des jurisprudences, comme on le sait, du Conseil d'État durant les années précédentes qui ont permis qu'elles jouent un rôle. Moi, je pense que nous devons collectivement être intelligents. Si elles sont en responsabilité pour l'école, elles n'ont pas à porter le foulard parce qu'elles sont sous la laïcité de l'État. Et si elles sont en fonctionnaire ou en quasi-fonctionnaire ou en collaborateurs occasionnels du service public, elles ne peuvent pas porter le foulard. C'est la laïcité, ça qui l'impose. Quand vous servez le service public, vous n'avez pas le foulard. Si elles sont dans un cadre qui est à côté de cela, mais avec leurs enfants, des mamans qui accompagnent les enfants, c'est ça les sorties scolaires. Elles sont citoyennes, elles ont leur identité, elles sont là, et la société, elle, n'est pas laïque et leur permet d'avoir le voile. Et doit les accepter comme la lutte contre le terrorisme. Je veux vous dire, parce que le sujet du voile derrière, vous prenez un point, mais le sujet du voile est très important aujourd'hui.
il a pris un tour très particulier et il est emblématique de cette relation. Et là, on est sur le bilan d'1 an. Hein, c'était l'entretien d'évaluation après votre embauche il y a 1 an. Est-ce qu'il y a, on n'est pas au cœur